Donc, mes salutations une fois de plus aux autorités ici présentes et en particulier à Mme Yassine Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui nous a beaucoup encouragés à poursuivre cette démarche, comme Charles Abougré a pu le rappeler tout à l'heure. Donc, ma présentation ici porte sur le problème de la dette sénégalaise, les rouages, genèse et perspectives. Donc, ce que je vais dire ici est basé sur mes recherches, celles du réseau IDEAS. Et donc, je tiens à dire que l'opinion que j'exprime, c'est l'opinion d'un citoyen sénégalais qui est en même temps chercheur et n'engage pas nécessairement IDEAS Africa Network. Et donc, le plan que j'ai, c'est d'abord quelques préalables conceptuels, c'est quoi la dette, c'est quoi le déficit public. Montrer ensuite que les dettes dites cachées ne sont pas le problème du Sénégal. Il y a des problèmes beaucoup plus graves que les dettes cachées. En fait, il y a trois histoires. La première histoire, c'est les dettes cachées. C'est la plus simple à gérer, je dois dire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une dette extérieure qui n'est pas soutenable du tout. Donc, même sans dette cachée, le Sénégal était sur une trajectoire de crise d'endettement. Et la troisième histoire, c'est le système de paiement international qui crée des problèmes pour les pays déficitaires comme le Sénégal. Donc, par ordre d'importance, c'est le système de paiement international qui est le plus important, qui est l'origine des problèmes. Ensuite, vous avez la trajectoire de dette insoutenable, dette extérieure insoutenable, et après, vous avez les dettes cachées. Donc, les dettes cachées ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Et donc, je vais essayer de montrer cela. Après, on va voir si le FMI est la solution. Je pense que le FMI n'est pas la solution. Et on va essayer aussi de montrer en quoi le système CFA-FMI est responsable de l'endettement chronique des pays CFA. Parce que, comme je vais essayer de le montrer, les pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas le choix de ne pas être dans des crises de dette récurrentes. C'est lié à la nature de leur arrangement institutionnel. Et en conclusion, nous allons dégager quelques perspectives. Donc, lorsque les dépenses publiques dépassent les recettes fiscales, non fiscales et aides étrangères, on dit que le solde budgétaire du secteur public est déficitaire. D'un point de vue comptable, un déficit public correspond toujours à un excédent équivalent pour le secteur non public. Et quand on dit secteur non public, on inclut le secteur privé et le secteur extérieur, c'est-à-dire le solde de la balance courante. Donc, quand on a un déficit public de 3%, ça veut dire qu'un excédent de 3% a été créé pour le secteur non public, c'est-à-dire les entreprises, les ménages et le secteur extérieur. D'un point de vue arithmétique, c'est ce que ça signifie. Et donc, la dette publique, à un moment donné, correspond au cumul des déficits enregistrés de par le passé. En d'autres termes, ce qu'on appelle la dette publique, l'encours de la dette publique, le stock de la dette publique, correspond d'un point de vue comptable à la comptabilisation de l'épargne nette générée au bénéfice des entreprises, des ménages et du secteur extérieur. Par conséquent, et ça c'est juste la comptabilité, si l'État, y compris la Banque centrale, devrait rembourser toutes ses dettes, il n'existerait plus de monnaie dans l'économie. Et donc, nous devrions, partant de là, de la réalité comptable, essayer de changer de langage pour changer de perspective. Au lieu de parler de déficit public, nous devrions plutôt évoquer la dépense nette de l'État au profit du reste de l'économie. Au lieu de parler de dette publique, nous devrions plutôt évoquer l'épargne financière nette créée au bénéfice du reste de l'économie. Il faut ce changement de perspective. Ainsi, dans les pays dits pauvres, on doit considérer comme étant irresponsable de la part des gouvernements d'avoir des surplus fiscaux lorsque les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. Car les surplus fiscaux, exception faite des pays qui ont de larges surplus extérieurs, signifient ordinairement que l'État a privé le reste de l'économie de pouvoir d'achat. Donc quand l'État a un surplus de 3% alors qu'il a des déficits extérieurs, cela signifie que l'État a arraché un pouvoir d'achat de 3% aux populations. Et donc si on comprend ces réalités comptables qui sont totalement indiscutables, nous devons nous débarrasser des règles budgétaires arbitraires et absurdes, comme le déficit à 3% ou la dette publique à 70% du PIB, et avoir une perspective de finances fonctionnelles. C'est-à-dire que la dépense publique et la fiscalité doivent être ciblées et gérées pour satisfaire les besoins des populations et améliorer les capacités productives, plutôt que d'essayer d'atteindre des cibles budgétaires, par exemple 3% de déficit, 70% de ratio dette sur PIB. Ceci ne veut pas dire que le laxisme budgétaire doit être la règle, mais dire que ces règles budgétaires n'ont absolument aucun fondement, ni théorique, ni empirique, et que l'objectif de la dépense publique, de la fiscalité, devrait être de régler les besoins des populations et augmenter les capacités productives.
Et donc, ce qu'il faut également comprendre, c'est que la source de financement en monnaie nationale du gouvernement est le gouvernement lui-même à travers la Banque centrale. Souvent, on nous a appris que en fait, les États ont besoin des marchés financiers pour se financer dans leur propre monnaie. Mais d'un point de vue technique, cela est impossible. Parce qu'avant qu'un acteur des marchés financiers puisse acheter les obligations de l'État, ces acteurs des marchés financiers doivent avoir accès à la monnaie de l'État, la monnaie centrale, la monnaie de la Banque centrale. C'est seulement en ayant accès à la monnaie de la Banque centrale que ces acteurs des marchés privés pourront acheter les titres de l'État. Donc, ça veut dire que forcément, il faut passer par la Banque centrale, avoir des réserves pour pouvoir acheter les titres de l'État. Donc, dans un autre système institutionnel, vous pouvez avoir la Banque centrale qui met à disposition simplement les crédits nécessaires pour que l'État puisse faire son fonctionnement. Donc, ça veut dire qu'un État se finance toujours lui-même en monnaie nationale. Je ne dis pas en monnaie étrangère, mais en monnaie nationale, un État se finance toujours lui-même. Maintenant, les règles sont faites on dit aux États, vous devez passer par les marchés financiers. Mais c'est des règles qui ont été mises en place et qui peuvent être changées. Et donc, ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'État n'est pas un ménage. Parce qu'un État qui émet sa monnaie crée de la monnaie. Et les ménages sont des utilisateurs de monnaie et donc d'une certaine manière ne créent pas de la monnaie. Donc on ne peut pas faire l'analogie entre l'État et un ménage. Un ménage a une contrainte financière, un État n'a pas le type de contrainte financière que rencontre un ménage. Et donc la capacité des États à dépenser n'est pas limitée par des considérations financières. Les États ont une limite en termes de capacité matérielle, c'est-à-dire que les États pourront toujours financer tout ce que leur économie a la capacité technique et matérielle de faire. Donc tout ce que vous pouvez faire vous-même d'un point de vue technico-matériel, le système financier peut générer les crédits nécessaires, les financements nécessaires. Maintenant, ça ne veut pas dire que les États peuvent être autosuffisants sur le plan monétaire, parce que les États ne sont pas autosuffisants d'un point de vue économique. Donc, il faut faire des importations, etc. Et les importations s'achètent en devises. Et donc, si vous n'avez pas assez de devises, généralement, vous devez trouver des financements en devises pour pouvoir acheter vos importations nettes. Donc, la raison principale pour laquelle les États pourraient s'endetter, c'est d'avoir accès au crédit en monnaie étrangère pour pouvoir payer leurs importations nettes. Et donc, souvent, on dit que les pays africains et les pays du Sud sont surendettés. Mais en fait, nous devons changer de perspective. Parce que là, si vous regardez par exemple le graphique, sur les 38 pays de l'OCDE, vous pouvez voir que leur stock de dette en 2025, c'était 61 000 milliards de dollars. 38 pays. Et leur flux d'endettement en 2024-2025, c'était 16 000 milliards de dollars et 17 000 milliards. Maintenant, quand vous comparez aux pays, disons pays du Sud, ce qu'on appelle les pays à revenus faibles et intermédiaires, il y en a 129, vous pouvez voir que le stock de la dette publique extérieure était de 2 000 milliards en 2014 et presque 3 600 milliards en 2024. Et donc, ce niveau d'endettement en monnaie étrangère, c'est inférieur, par exemple, à la dette de l'Allemagne. Vous voyez, pour 129 pays, leur dette extérieure est inférieure à la dette fédérale de l'Allemagne. Donc ces pays ne sont pas surendettés en termes absolus. Et donc vous pouvez voir également que le service de la dette ne représente presque rien. Dans le cas de l'Afrique, c'était 20 milliards en 2014 et 50 milliards. Donc ça veut dire que ces pays, malgré les taux d'intérêt élevés, etc., ne sont pas des pays qui sont nécessairement surendettés. Mais le problème qu'ils ont, c'est que ce sont des pays qui sont endettés en monnaie étrangère. Et c'est la différence avec les pays riches, les pays de l'OCDE, qui s'endettent dans leur propre monnaie. Et quand vous endettez dans votre propre monnaie, généralement, il n'y a pas trop de contrainte de solvabilité si vous avez une bonne banque centrale. Mais quand vous endettez en monnaie étrangère, vous pouvez avoir une contrainte de solvabilité parce que vous avez un risque de taux d'intérêt et vous avez un risque de refinancement. Et c'est ce qui explique que le Japon peut être à 230%, ne pourra jamais faire défaut, si la loi le permet, disons. Alors que des pays ont fait défaut à 30%. Au Pérou, le gouvernement a fait défaut à 30%, pour dire encore que ces ratios dette sur PIB sont totalement absurdes. Mais dans le cas du Sénégal, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une situation budgétaire très difficile. Et là, je vous donne quelques chiffres de la loi de finances rectificative de l'été 2025. Le total des ressources internes était de 4 361 milliards de francs CFA. Et donc, c'était inférieur au service de la dette, dette en monnaie CFA, dette en monnaie étrangère, qui était de 4 435, 8 milliards de dollars US. Et donc, les intérêts sur cette dette, c'était 1 057 milliards et c'était supérieur au budget de l'éducation nationale, qui est l'un des gros budgets, disons, du budget du Sénégal.
Et donc, les besoins de financement l'année dernière, c'était 18 milliards de dollars, qui représentent à peu près la moitié du PIB nominal du Sénégal. Et pour cette année, en 2026, vous avez plus ou moins les mêmes tendances. C'est-à-dire que le total du service de la dette est du même ordre de grandeur que le total des recettes internes attendues. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les États savent ce qu'ils doivent dépenser, mais ce qu'ils doivent avoir comme recette, ils ne le savent pas. Et l'acte de dépenser aussi influence le niveau de recettes que vous allez avoir. Et donc, ces projections étaient faites sur la base d'un taux de croissance de 5%, et ce taux de croissance a été revu à 2,5% par les autorités sénégalaises, et le FMI va même jusqu'à dire que c'est 2%. Donc, c'est une situation budgétaire très, très difficile. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne prend pas tout le budget pour payer la dette. Une partie du budget va payer les intérêts sur la dette, mais le principal, généralement, il faut émettre de nouvelles dettes pour pouvoir les rembourser. Mais là, vous pouvez vous exposer à un risque de refinancement parce que les taux d'intérêt peuvent être très élevés. C'est ce qui se passe actuellement pour le Sénégal. On n'a plus accès au marché des eurobonds et le marché de l'UEMOA est beaucoup trop exigu et les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés, comme on a pu le montrer dans un papier qu'on citera tout à l'heure. Donc ça, c'est les éléments de contexte que je tenais à donner. Je ne vais pas trop parler des dettes cachées, je vais en parler à la conclusion parce que pour moi, ça pose d'abord un problème légal et institutionnel plutôt qu'un problème économique parce qu'avec une bonne banque centrale, ça peut être réglé. Ce que je voudrais dire, la deuxième histoire, c'est la dette vraiment extérieure insoutenable du Sénégal. Et depuis 2019, j'avais écrit sur ça en avertissant que le Sénégal courait tout droit vers une crise de la dette parce que la dette extérieure n'est tout simplement pas soutenable. Et je vais montrer quelques statistiques sur ça. Et donc là, vous pouvez voir l'évolution du stock de la dette extérieure du Sénégal. Donc, il y a la partie publique extérieure en bleu et en orange, vous avez la dette extérieure totale, c'est-à-dire publique et privée. Et là, vous voyez que chaque décennie, le niveau d'endettement augmente en termes absolus, chaque décennie. La seule fois que ça a diminué, c'était au milieu des années 2006, quand il y a eu l'initiative Pays pauvres très endettés et l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Donc, c'est passé de près de 3 milliards en 2000 à 2 milliards en 2006. Mais entre 2006 et 2023, le stock de dette publique extérieure a été multiplié par 11. Et c'est les mêmes tendances pour la dette du secteur privé. C'est-à-dire que chaque décennie, la dette en monnaie étrangère augmente. Chaque décennie. La seule fois que ça a diminué, c'est quand ça a été annulé. Quand on exprime ça en termes de revenu national brut, on voit les mêmes tendances. Donc ça avait augmenté de 9% jusqu'à 50% dans les années 2000. Ça a baissé à 14% quand ça a été annulé. Et maintenant, on est à 80% pour la dette publique extérieure, 130% pour toute la dette extérieure du Sénégal. Et donc là, c'est des chiffres sur le service de la dette publique, c'est-à-dire principal plus intérêt. Entre 2012 et 2023, une période qui correspond plus ou moins au régime du président Macky Sall, les intérêts sur la dette publique, en fait, le service de la dette publique, c'était 7,3 milliards de dollars. Et donc, juste en 2024-2026, on va payer 9,5 milliards de dollars. Ça, je ne parle pas de la dette en monnaie CFA, la dette interne, c'est la dette extérieure. Donc, juste en 3 ans, le pays va payer plus que sur une période de 12 ans sous le régime de Macky Sall. Et donc, entre 2026 et 2028, on va payer 10 milliards de dollars. Et pendant le premier mandat du président Bassirou Diomaye Faye, 15 milliards de dollars vont être payés. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de nouvelles dettes en monnaie étrangère. Et entre-temps, il y a eu de nouvelles dettes, parce que c'est des chiffres qui sont basés sur la base de données de la Banque mondiale. Et donc là, vous voyez que dans la base de données de la Banque mondiale, vous avez presque 120 pays pour lesquels on dispose de statistiques de dette extérieure. Et si on regarde sur la période du régime de Macky Sall 2011-2023, les pays qui ont connu l'évolution la plus rapide du ratio entre dette extérieure totale et revenu national brut, le Sénégal est à la 3e place. Le premier pays sur ce classement, c'est la Mozambique. Et la Mozambique est connue pour un scandale de dette cachée. Après cela, vous avez le Liban, un pays qui est dans une situation un peu chaotique. Donc, c'est vous montrer à quel point cette situation est catastrophique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pendant longtemps, les gens disaient que ces dettes étaient bonnes. Les dettes qui étaient prises entre 2011 et 2023 étaient bonnes parce que c'était des dettes qui allaient augmenter le taux de croissance économique. Et mon raisonnement était que quand il s'agit de la dette en monnaie étrangère, ce n'est pas le taux de croissance économique qui compte, mais c'est votre capacité à générer des recettes d'exportation. Et nous, ce que nous faisions, nous prenions des dettes en dollars pour les mettre dans des projets d'infrastructure qui ne génèrent que des CFA. Donc le BRT, le TER, etc. Tous ces projets, ça peut être utile ou pas, je ne discute pas de leur utilité sociale, même si ces projets sont profitables, généralement ils ne l'ont pas été.
ces projets ne délivrent que des francs CFA, alors que la dette doit être payée en dollars. Donc, même si vous augmentez le taux de croissance, il faut augmenter également la capacité d'exportation. Mais ces projets n'ont ni augmenté la capacité d'exportation, ni substitué les importations avec la production locale. Donc, quand vous êtes dans ce type de projet que j'appelle des projets Ponzi, forcément, vous allez aller à une crise de dette. Et c'est l'avertissement que je donnais, mais la plupart des économistes disaient non, on a la croissance économique. Mais la croissance économique ne suffit pas. Et là, vous voyez que, par exemple, si on fait le rapport entre le service de la dette publique extérieure et les exportations, le Sénégal est passé de 4,3% à 23,2% en 14 ans. Donc, ça a été presque multiplié par 5 ou 6. Et donc, tous les autres pays, en fait, c'est des pays qui ont déjà fait défaut ou demandé une restructuration de la dette. Donc, Kenya, Éthiopie, Zambie, Ghana. Et donc, le Sénégal a une situation, disons, pire que ces pays qui ont déjà fait défaut ou demandé une restructuration de leur dette. Vous allez voir, par exemple, en termes de stock de dette publique extérieure, rapporté des exportations, c'est passé de 92 à 305. Ça veut dire que le stock de dette publique extérieure a cru 3 fois plus rapidement que les exportations. Et donc ça, ce sont des dynamiques d'endettement en monnaie étrangère qui sont tout simplement insoutenables. Et vous ne pouvez pas payer la dette extérieure avec les taxes que vous générez en CFA. La dette en monnaie étrangère se paye en monnaie étrangère. Donc si vous n'avez pas la capacité d'exportation pour payer cette dette en monnaie étrangère, vous devez vous endetter en monnaie étrangère. Mais si vous faites face à des taux d'intérêt élevés, vous allez avoir des problèmes. Et donc, c'est cette situation dans laquelle nous sommes. Et ici, vous allez voir que le Sénégal est un petit pays économiquement parlant, mais nous sommes dans la cour des grands quand il s'agit de voir le service de la dette publique extérieure qui doit être payé entre 2024 et 2028. Vous allez voir que l'Afrique du Sud devra payer 57 milliards au titre du service de la dette, 57 milliards de dollars en 2024-2028. Le Sénégal est à la 7e place avec 15 milliards de dollars, si on fait l'hypothèse qu'il n'y aura pas de nouvelles dettes, alors que le Sénégal est un très petit pays. Et donc, c'est cette situation dans laquelle nous sommes, et les débats sur les dettes cachées ne nous ont pas permis de parler de cette dette insoutenable. Les dettes cachées, c'est un tout petit problème, et ça, je vais en parler. Mais ces dettes insoutenables, il faut savoir que ces dettes doivent être payées en monnaie étrangère. Ce n'est pas les taxes qu'on va collecter sur les entreprises, les ménages qui permettront de les payer. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Maintenant, le FMI peut-il être la solution ? Le FMI, pour moi, n'est pas la solution, il fait partie du problème. Et nous ne pouvons pas avoir une solution équitable pour le Sénégal si nous ne menons pas un combat politique contre le FMI. Parce que le FMI est une institution politique, d'abord. Là, si nous regardons les pays qui sont les plus endettés auprès du FMI, au 31 mars 2026, on voit que 6 pays représentent les 2/3 des prêts du FMI. Le premier pays, Martin Ablès en a parlé, c'est l'Argentine, 34,5%. L'Ukraine, 9%. Égypte, 6,1%. Pakistan, Fawa en a parlé, 6%. Après, vous avez la Côte d'Ivoire. Parce que le FMI est un instrument des États-Unis et de la France. Donc, ce sont les pays clients, en fait, qui vont recevoir des prêts du FMI, généralement pour faciliter un modèle d'accumulation qui bénéficie aux oligarchies. Et donc, le FMI est une institution politique, et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi les perspectives de restructuration avec le FMI ne sont généralement jamais heureuses, parce que le FMI est juge et partie. Et ici, on a un ensemble de travaux qui ont été publiés ici sous IDEAS dans le contexte de cette conférence. Donc, Dr Fawasial, Ahelan, Girve Chelwa, Ali Zafar, Martin Ablès, ils ont tous montré que le FMI est juge et partie. C'est un créancier, mais aussi c'est lui qui sert d'arbitre pour les restructurations. Et ce que ces travaux montrent, c'est que généralement, les restructurations avec le FMI n'ont rien donné. Donc nous, on est dans une situation très difficile. On a une dette extérieure qui est insoutenable et on sait que les restructurations avec le FMI n'ont généralement rien donné. Et donc hier, on a parlé de l'analyse de la viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Donc Christian Lascaris nous a dit que c'est plus un art qu'une science. Jacob Assa également nous a dit que l'analyse de la viabilité de la dette du FMI repose sur une analyse microéconomique qui est macroéconomiquement incohérente parce qu'elle ignore que le déficit public égale le surplus du secteur non gouvernemental. Et elle ignore également la question de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire la dette en monnaie nationale versus la dette en monnaie étrangère. C'est des dynamiques qui sont différentes. Et l'analyse du FMI de la Banque mondiale ne fait pas ces distinctions élémentaires. Donc c'est une approche microéconomique et qui n'a pas de validité quand on doit parler des questions d'endettement. Et un reproche également que je fais de l'analyse de la dette, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des flux privés, des flux de revenus d'investissement. Parce que c'est là une des origines du problème de la dette de l'Afrique, c'est-à-dire le pillage des ressources de l'Afrique. Et ça, on peut le voir à travers le cas de 2 pays qui ont fait défaut sur la dette.
la Gambie et la Zambie. Ces pays ont fait face à des taux d'intérêt élevés sur leurs obligations en monnaie étrangère, mais malgré ça, on peut voir ici en bleu que les profits et dividendes rapatriés par les multinationales ont été supérieurs au service de la dette extérieure entre 2000 et 2020. C'est-à-dire que le Ghana a payé 16 milliards de dollars entre 2000 et 2020 au titre du service de la dette publique extérieure, mais les multinationales ont rapatrié 18 milliards de dollars sur cette même période. Donc, en tant qu'économiste de développement, la question que vous posez, si vous aviez le contrôle sur les 18 milliards de dollars, est-ce que vous alliez émettre des dettes à des taux d'intérêt élevés? Certainement pas, ou bien dans une moindre mesure. Et c'est là l'une des origines des crises de dette des pays du Sud. C'est-à-dire qu'en tout cas dans les pays africains, c'est des pays qui sont riches en ressources naturelles, mais qui n'ont pas le contrôle de leurs ressources naturelles. Et donc, dans le cas de la Zambie, il y a un exemple très intéressant parce que la Zambie a fait défaut en novembre 2020 sur un eurobond. La Zambie devait faire un paiement de 40 millions de dollars, 40 millions. Mais en même temps, le FMI nous disait qu'un tiers des exportations de cuivre au cours des 5 dernières années ont atteint des proportions aussi élevées que 20% du PIB entre 2012 et 2024. Donc, ça veut dire que la Zambie ne peut pas payer 40 millions de dollars, mais en fait, le FMI dit qu'il y a 6 milliards de dollars qu'on ne voit pas et qui appartiennent à la Zambie. Et il disait aussi qu'entre 2020 et 2021, 50 à 90% des exportations, des recettes d'exportation de cuivre n'ont pas été rapatriées. Et donc, souvent, on dit que ces pays ont des problèmes de balance de paiement, ils n'ont pas accès à des réserves de change, ils n'en ont pas suffisamment. Ces pays ont suffisamment de réserves de change, mais ces réserves de change, ces pays ne les contrôlent pas. C'est les compagnies multinationales qui les contrôlent et qui les rapatrient sous forme de profits et dividendes, et parfois aussi, il y a ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Donc, si vous avez un contrôle sur vos ressources naturelles, vous pouvez en tout cas faire des progrès en matière, disons, de gestion de votre dette en monnaie étrangère. Et donc, on a de bons exemples. Le Botswana et la Libye n'ont jamais reçu de prêt du FMI et n'ont jamais émis d'eurobond. Et la raison principale, c'est qu'ils ont eu un relatif contrôle sur les ressources naturelles de leur pays. Le pétrole dans le cas de la Libye et le diamant dans le cas du Botswana. Il y a un article qu'on a publié, un police brief de notre jeune collègue Dr Isaac Abote Akolgono, qui donne l'exemple du Ghana. Récemment, avec le gouvernement Mahama, ce que le Ghana a fait, c'est que le gouvernement ghanéen a créé ce qu'ils appellent le Gold Board. Et donc maintenant, les ventes d'or sont centralisées par le gouvernement. Tout ce qui est produit artisanal, industriel, c'est centralisé par le gouvernement. Dès qu'ils ont fait ça, leurs réserves de change ont augmenté de plus de 62%. Ça a renforcé la valeur de la monnaie. Et en fait, ça a fait passer l'inflation de 20% à moins de 10%, juste avec cette mesure. Donc ça veut dire qu'il est important pour les pays africains d'avoir un contrôle sur leurs ressources naturelles. Mais ce que je veux dire également, pourquoi l'austérité est vicieuse et pourquoi l'austérité ne peut jamais marcher dans les pays qui ont des monnaies faibles, parce que ça repose sur un raisonnement qui est très bête et méchant, j'allais dire. Pourquoi? Ici, je vous donne 2 exemples. Dans le premier exemple, vous avez une dépense de 100 unités de compte, vous voulez dire 100 CFA, et vous avez des revenus de 90. Donc, vous avez un solde de moins 10, c'est-à-dire que vous avez un déficit de moins 10. Mais dans le cas A, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans le circuit national, ce que j'appelle le circuit national, c'est-à-dire que les dépenses qui ne sortent pas de votre économie, des dépenses qui n'ont pas d'impact sur la balance de paiement. Par exemple, quand vous payez votre fonctionnaire, vous lui payez 1 million par exemple, les 1 million restent dans votre économie. Maintenant, quand vous êtes un fonctionnaire qui est basé dans une ambassade, disons à Paris, ce fonctionnaire, même s'il est payé 1 million, ce n'est pas 1 million qu'on lui paye, on va lui payer 1 524 €. Donc il faut budgétiser 1 524 €. Parce que le 1 million que vous payez à votre fonctionnaire qui est ici, ça ne sort pas de l'économie, ça ne peut pas sortir. Et donc, quand vos dépenses, vous avez un déficit sur votre circuit intérieur, ça ne sort pas de votre économie, ça stimule votre économie. Et donc, dans le cas A, vous avez un déficit de 10, mais ce déficit de 10 reste dans le pays, donc ça enrichit le pays. Mais dans le cas B, vous avez toujours un déficit de 10, mais ce déficit de 10, en fait, vous appauvrissez votre population parce que l'État a un surplus, l'État a 80 de revenus fiscaux et ne dépense que 70. Donc l'État a une dépense nette de moins 10, donc appauvrit l'économie de 10. Et donc sur le circuit étranger, vous avez des revenus faibles 10, le FMI vous prête les 30 et donc vous avez un déficit de moins 20. Et donc c'est ça le modèle FMI. C'est pourquoi donner ces indicateurs 3%, 5%, ça n'a absolument aucun sens. Parce que tout dépend de l'impact des dépenses, par exemple, sur la balance de paiement. Vous pouvez avoir un déficit de 10, mais qui reste dans votre économie, qui ne sort pas. Et ça maximise votre potentiel économique.
C'est pourquoi l'austérité est toujours bête, parce que vous n'avez pas besoin de couper comme ça dans les dépenses. Et le fait aussi que la dette doit être payée en monnaie étrangère, ça veut dire que vous avez beau couper les dépenses des fonctionnaires, ne pas donner aux étudiants leur bourse, etc., avoir des arrêts de paiement en francs CFA, mais tout ce qui est décrit comme économie en CFA, mais ça ne vous génère pas plus de dollars. Parce que vous avez un problème de dollars, vous devez payer des dollars. Mais le fait de couper la dépense, c'est-à-dire que vous infligez vous-même une double peine. Vous ralentissez votre économie et vous n'avez pas les dollars. Et c'est ça le modèle FMI, c'est l'approche d'austérité. C'est pourquoi c'est une approche qui est bête et méchante. Et donc, l'économiste du FMI, Peter Doyle, qui est un ami co-auteur qui nous a quittés prématurément en décembre 2025, il a démissionné du FMI avec fracas en parlant de macroéconomique malpractice, en disant malfaisance macroéconomique. Il dit c'est ce que le FMI fait, il donnait l'exemple de la Jamaïque. Et l'un des derniers articles qu'il a écrit, c'est sur le Sénégal, et s'appelait « La honte du FMI, le Sénégal ». Parce qu'il n'a pas pu supporter ce que le FMI a fait au Sénégal, disons, durant la période Macky Sall. Parce que la plupart des dettes qui ont été contractées avec l'aval du FMI, et ces gens savaient ce qui se passait. Et donc c'est pourquoi elle a dit « Le FMI doit rendre des comptes au Sénégal ». Et c'est un message très important. Le FMI doit rendre des comptes au Sénégal. Et c'est les économistes du FMI même qui le disent, qui ne sont pas des militants. Et donc lui, jusqu'à son lit de mort, il pensait au Sénégal en disant que ce qui arrive au Sénégal n'est pas normal et le peuple sénégalais ne devrait pas, en tout cas, le subir. Parce que ce qui a été fait au Sénégal également a été fait à la Grèce. Peter Doyle a démissionné du FMI parce qu'au FMI, ils avaient calculé en interne que quand on impose certaines normes d'austérité, par exemple des surplus primaires de plus de 2%, le surplus primaire, c'est les revenus moins les dépenses, mais sans prise en compte des intérêts sur la dette. Quand c'est au-delà de 2%, ça a des conséquences négatives sur votre économie. Et le FMI avait fait des travaux en interne sur ça. Et ils avaient imposé à la Grèce 3,5%. Ici au Sénégal, on parle de 4%. Jamaïque, ils leur ont imposé 7% de déficit primaire pendant 30 ans, soi-disant pour réduire le ratio dette sur PIB. Et ils ont détruit ce pays. Donc c'est ça le FMI. Et donc il faut comprendre quand les gens s'engagent avec le FMI, ce qu'il faut faire. Donc nous avons une dette qui est totalement insoutenable, mais dans laquelle le FMI a une part de responsabilité. Mais l'approche FMI ne peut jamais résoudre une crise de dette. Ça, il faut le comprendre. Et donc, il y a une deuxième histoire, c'est la responsable du système CFA-FMI dans l'endettement chronique des pays CFA. Parce que nous, le Ghana, la Zambie peuvent avoir certains problèmes, mais nous sommes dans le système CFA. Et le système CFA est un mécanisme structurel d'endettement en monnaie étrangère. Donc, quand vous utilisez le CFA, tous les 20-25 ans, il est normal que vous ayez une crise d'endettement. Et il y a très peu d'économistes qui le comprennent, et je vais essayer de l'expliquer pourquoi. Parce que le CFA fonctionne comme l'étalon or, mais à la place de l'or, on remplace par l'euro. Donc, ça veut dire que les banques centrales créent librement leur monnaie pour financer l'économie. Mais nous n'avons pas cette liberté, en raison des choix qui ont été faits, notamment de fixer le CFA à l'euro et de maintenir un taux de couverture très élevé. Donc, ça veut dire que, par exemple, si la Banque centrale doit créer 1000 francs CFA pour financer le système bancaire, pour que le système bancaire puisse faciliter le financement de l'économie, généralement, la Banque centrale doit provisionner 650 francs CFA en devises. Donc, pour créer 1000 francs, il faut avoir 1 euro pour permettre la création des 1000 francs. Donc, si la Banque centrale ne les a pas, elle a dit non, je ne vais pas financer. Maintenant, la question que vous devez poser, comment la Banque centrale obtient le 1 euro dont elle a besoin pour créer les 1000. Dans le cas des pays CFA, c'est des pays qui sont dans des situations de déficit extérieur chronique. C'est-à-dire que depuis 1960, ces pays ont des soldes extérieurs déficitaires. Donc les importations sont supérieures à leurs exportations. Et donc, ça veut dire que ces pays n'accumulent pas des réserves de change en termes nets via des surplus commerciaux comme la Chine, l'Arabie Saoudite, etc. Ils accumulent des réserves de change en termes nets via l'endettement des pays membres en monnaie étrangère. C'est-à-dire que si la Banque centrale veut créer 1000 CFA, elle doit obtenir 1 euro. Mais ces 1 euro, elle va les obtenir en disant à la Sénégal, Côte d'Ivoire, endettez-vous en euros ou en dollars pour qu'on puisse créer les 1000 CFA. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, vous pouvez voir le déficit du solde courant depuis 1980 jusqu'à présent de tous les pays de l'UEMOA combinés. Donc c'est un déficit chronique. Et donc ce qui est important, c'est que ce système de piège à dette est facilité par le FMI
Si vous regardez tous les prêts qui ont été reçus par les pays africains entre 1960 et 2023, il y en a eu 609 pour toute l'Afrique. Les pays de la zone franc en ont reçu 200, c'est-à-dire un tiers des prêts. Dans le cas du Sénégal, nous en avions reçu 22, mais maintenant nous sommes à 21 parce qu'il y a un programme qui a été suspendu. Ça veut dire que pour le Sénégal, presque tous les 3 ans en moyenne, nous avons un accord avec le FMI. Et ça, c'est systémique. Donc c'est le FMI, en fait, quand les eurobonds ne sont pas là, les prêts commerciaux en monnaie étrangère, c'est le FMI qui vient pour vous dire on vous prête pour que vous mainteniez le système CFA. C'est comme ça que ce système marche. Donc ça veut dire que dans le cas du système CFA, l'endettement en monnaie étrangère, c'est une nécessité fonctionnelle du modèle que nous avons choisi. Et donc on ne peut pas sortir du système dette en maintenant le système CFA. Ça, il faut le comprendre. Et donc récemment, on a vu que le gouvernement est allé sur le marché financier de l'UEMOA, mais ce n'est pas une alternative. Parce que la condition pour augmenter la liquidité sur le marché de l'UEMOA, c'est qu'il y ait des devises. Mais les devises sont obtenues via l'endettement en monnaie étrangère. Donc, à un moment donné, si le Sénégal voudra continuer à dire on va aller sur le marché, la Banque centrale va dire je n'ai pas cette devise. Allez faire un accord avec le FMI va vous prêter et vous allez venir. Et donc là, il y a un exemple qui est tiré même du FMI qui disait qu'entre 2017 et fin 2028, les réserves de la BCEAO avaient baissé, les réserves de change. Et donc la BCEAO avait réduit d'environ 24% le volume de ses opérations de refinancement auprès des banques. Et donc la liquidité s'est améliorée quand la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont émis des eurobonds en 2018. Et donc le Sénégal avait émis 2 eurobonds en 2018, 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars. L'un des eurobonds, c'est 2018-2048, 6,75. Quand vous calculez les intérêts sur cette période, c'est 2 milliards de dollars. Donc, entre 2018 et 2048, on va payer 2 milliards de dollars en termes cumulés pour un prêt de 2 milliards de dollars. Et en 2048, on va se présenter sur le marché pour dire on veut un nouveau 1 milliard de dollars pour rembourser le principal. Et donc, c'est ce modèle-là que nous avons. Et dans le cas du système CFA, quand vous endettez, par exemple, 1 milliard de dollars, la moitié doit être déposée auprès du Trésor français. Et donc, vous endettez à 6,75%. Et vous déposez auprès du Trésor français à 0,75% avant, disons, le conflit russo-ukrainien, 0,75%. Donc, c'est ce modèle-là que nous avons. Donc, et que très peu de personnes comprennent. Donc, il n'y a pas de solution durable au problème de la dette dans le cadre de ce système. Mais généralement, l'argument des économistes, c'est de dire que les autres, ils ont des monnaies faibles, ils ont l'inflation, et que nous sommes stables. Mais cette stabilité, c'est ce qui, elle est en tout cas entretenue par le système d'endettement en monnaie étrangère. Donc nous, tous les 20-25 ans, il est nécessaire que nous ayons une crise d'endettement. C'est une nécessité structurelle. Et donc ça, c'est connu à Washington. Là, je vous donne une citation d'un économiste en chef de la Banque mondiale, Kaushik Basu, qui a écrit ce livre, Policy Makers Journal, et il disait ceci. En ce qui concerne le franc CFA, je suis malheureusement tenu au secret. Le franc CFA est un système de parité fixe que la France a mis en place avec ses anciennes colonies d'Afrique occidentale et centrale. Malgré le passage de la France du franc à l'euro, le système de parité désormais par rapport à l'euro perdure, ce qui confère à la BCE un pouvoir considérable sur ces économies d'Afrique occidentale. Le taux de change fixe réduit le risque de change, mais handicape cette région en termes de commerce et de capacité d'exportation. Cependant, ce sujet est considéré comme tabou en Afrique de l'Ouest, car il pourrait donner des idées à des pays comme le Sénégal, qui pourraient vouloir s'affranchir du taux de change fixe. Avant de partir en mission en Afrique de l'Ouest, mes collègues les plus expérimentés à Washington et le service de communication m'ont conseillé de ne jamais aborder ce sujet en Afrique. Pour moi, cela ressemble à du colonialisme, ne semez pas d'idées dans l'esprit des colonisés. J'ai enfreint cette consigne et j'ai abordé le sujet dans mes conversations avec les ministres et les banquiers centraux. Cependant, et je le regrettais par la suite, je n'ai pas abordé ce sujet en présence des médias, car je ne voulais pas recevoir d'appels téléphoniques de Washington. Donc le système dette, c'est un système qui est institutionnalisé par les institutions financières internationales. Elles ne peuvent pas venir nous dire qu'elles sont intéressées par le développement, etc., parce qu'elles savent ce qui se passe. Et donc, ça, c'est la deuxième histoire. Mais il y a une histoire plus grave encore, plus fondamentale. Ce sont les dettes pathologiques. Les dettes pathologiques, c'est quoi? C'est les dettes qu'ont les pays qui ont des déficits, comme le Sénégal et d'autres pays hors de la zone franc, à travers le monde. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes un pays qui a des déficits, vos importations sont supérieures à vos exportations, dans le cas du système de paiement actuel, vous payez votre dette 2 fois. Pas une fois, 2 fois. Et sur 40 ans, ça vous appauvrit. Et donc là, on est heureux que la personne qui a le travail le plus longtemps, avec le plus de maîtrise sur ce sujet, est là. Donc c'est le professeur Alvaro Sensini, avec son co-auteur étudiant Andrea Carrea. Ils ont travaillé sur le système de paiement, comment on pourrait le réformer pour qu'il soit maintenant pas préjudiciable aux pays du Sud.
Et donc, il y a un article que je vous recommande fortement, qui est disponible, Carrera Sensini Silla, au-delà du discours sur les dettes cachées, une réforme pour mettre fin au fardeau de la dette pathologique du Sénégal. C'est-à-dire que, par exemple, en 2023, on avait de bonnes données sur la balance de paiement. Le Sénégal avait un déficit extérieur de 4 500 milliards de francs CFA. Avec la réforme qui est proposée, et Andrea Carrera et le professeur Sensini en parleront demain de manière plus détaillée, et ils expliqueront la logique parce que je n'ai pas le temps ici, mais le Sénégal pourrait mettre en place une réforme souveraine sans nuire à aucun pays qui lui permettrait de capter les 4 500 milliards de déficit extérieur pour recettes publiques. Et ça veut dire que l'austérité est non seulement catastrophique, mais n'est pas du tout nécessaire si on met en place les réformes qu'il faut. Et le papier est disponible également en français et en anglais. Donc, en conclusion, je voudrais dire que dans la crise de la dette que vit le Sénégal, nous devons distinguer l'aspect légal institutionnel de l'aspect économique. Sur l'aspect légal institutionnel, des investigations approfondies sont nécessaires pour situer les responsabilités des uns et des autres. Les autorités budgétaires du Sénégal, la BCEAO, c'est la Banque centrale, elle peut ne pas être au courant des dettes cachées. Le FMI et la Banque mondiale, les banques de l'UEMOA impliquées, le Trésor français, parce que le Trésor français est censé apporter une prétendue garantie de convertibilité et toutes les opérations sont sous le contrôle du Trésor français. Les partenaires bilatéraux. Et donc le gouvernement sénégalais doit en particulier demander qu'une enquête interne soit diligentée par le conseil d'administration du FMI concernant le comportement du FMI vis-à-vis de ce qui s'est passé entre 2011 et 2023. Et côté sénégalais également, il faut des investigations, et notamment via un audit citoyen de la dette. Ici, on a des parlementaires qui ont signé une pétition pour qu'il y ait un audit citoyen de la dette avec des experts des finances, des personnalités qui travaillent sur ces sujets et les autorités ici pour qu'on fasse le point sur ce qui est arrivé. Et donc, des gens comme Oeric Toussaint ont une longue expérience sur ces sujets et Andrés Arauz également qui en parlera demain. Et donc, ces dettes cachées, en tout cas, on ne doit pas les payer. On doit geler leurs services, le temps d'y voir plus clair. Et donc, la nuance serait que il faudrait préserver la stabilité financière. Parce que quand un État, par exemple, fait défaut sur sa dette dans sa propre monnaie, ça pourrait affecter la stabilité des banques et ultimement les épargnants, etc. Donc ça, c'est peut-être la petite nuance. Mais sur le principe qui est un principe de justice, des dettes illégales ne doivent pas être payées. Et à supposer que ces dettes doivent être payées, si vous avez une bonne banque centrale qui fait son travail, ces dettes pourraient être payées d'une manière qui ne pèserait pas lourdement sur le budget de l'État. Ça, c'est possible. C'est pourquoi je dis que c'est un problème d'abord légal, institutionnel. Pourquoi payer une dette illégale? Vous n'êtes pas obligé. Et deuxièmement, si vous devez payer, la Banque centrale peut faciliter pour que ça ne pèse pas trop sur le budget de l'État. C'est pourquoi je dis que les dettes cachées, vraiment, c'est une toute petite chose par rapport aux défis que nous avons. Maintenant, sur l'aspect économique, comme je viens de le dire, les dettes cachées ne sont qu'un facteur aggravant, car même sans dette cachée, la trajectoire de la dette publique extérieure du Sénégal était insoutenable. Et cette dette extérieure est insoutenable pour trois raisons qu'on a vues. Le système CFA-FMI est un mécanisme structurel d'endettement en monnaie étrangère, un piège de la dette. Et donc, pour créer des francs CFA, les dettes souveraines en devises, notamment auprès du FMI, sont nécessaires. Et donc, le Sénégal n'a pas pour le moment de véritable contrôle sur le secteur des ressources naturelles, secteur générateur de devises. Et donc, en tant que pays ayant des déficits extérieurs, le Sénégal paie 2 fois sa dette, ce qui appauvrit le pays et le maintient dans une situation de dépendance financière et économique. Et donc, toute solution qui maintient ce cadre, système CFA-FMI, souveraineté limitée sur les ressources et absence de réforme du système de paiement ne sera qu'un palliatif. La pire des solutions, entre guillemets, serait l'austérité, parce que l'austérité revient à affaiblir l'économie et à privatiser les secteurs générateurs de devises au profit des multinationales et des investissements directs étrangers. Donc, dans le cas des pays comme la Zambie, si ces pays n'ont pas le contrôle sur les ressources naturelles, parce qu'on a dit on va annuler votre dette, mais en contrepartie, on privatise le secteur de vos ressources naturelles. Du coup, si vous avez des milliards de dollars d'exportation, ce n'est pas l'État qui contrôle. Et donc, sur le volet économique également, nous devons distinguer une question de la gestion du stock actuel de dette du Sénégal, comment le ramener à des proportions raisonnables afin de ne pas imposer trop d'austérité, de la question de l'abolition de ce que Oeric Toussaint appelle le système dette, c'est-à-dire les conditions structurelles qui justifient la récurrence des crises de dette et l'abonnement au guichet du FMI. Donc, à court terme, il serait bien d'arrêter le service des dettes cachées, d'élaborer des budgets dans la mesure du possible qui maximisent l'impact, en tout cas le déficit sur le circuit interne, forcer le FMI et la Banque mondiale à reconnaître les responsabilités dans la débâcle financière actuelle et à en tirer les connaissances,
mais aussi demander à la France d'activer sa garantie. Pourquoi? Parce que récemment, les gens ont dit que l'UEMOA est en train de sauver le Sénégal. Mais si l'UEMOA était en train de sauver le Sénégal, moi, la question que je pose, pourquoi le Sénégal devrait émettre des dettes en monnaie étrangère? La France a dit qu'on a un accord avec la BCEAO. Et cet accord dit qu'à chaque fois que la BCEAO n'a pas assez de devises, le Trésor français va lui prêter. Et en contrepartie, ces pays sont tenus de déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Jusqu'en 2019, c'est le cas. Et c'est toujours le cas dans la zone CEMAC. Donc, si nous n'avons pas véritablement de contrainte de devises, parce que la France, le Trésor français nous fait cette facilité, mais pourquoi émettre des eurobonds? Émettez des dettes en CFA, et s'il n'y a pas assez de dollars et d'euros, le Trésor français prête. Mais ici, on a un actuaire, Abdou Cissé, qui a écrit là-dessus, mais c'est parce que la France ne joue pas son rôle d'assureur. Donc, il faut dire à la France, jouez votre rôle d'assureur. Et donc, vous n'avez pas à émettre d'eurobonds si la garantie française joue. Et donc, à moyen et à long terme, il faut œuvrer à avoir un plus grand contrôle sur les ressources naturelles, mettre en place une monnaie nationale émise par une banque centrale nationale, réformer le système de paiement afin de mettre fin aux crises d'endettement extérieur. Mais ça, Prof. Senchini et Akaya vont en parler demain. Mettre en place des banques publiques, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens pensent que il faut accumuler une épargne avant de financer des projets. Mais les banques ne sont pas des tontines. Non, les banques créent de l'argent. Donc, tout projet que vous avez et qui peut mobiliser vos capacités disponibles sur place ou pouvant être développées sur place, le système bancaire le finance. On met juste des chiffres dans des comptes et c'est comme ça que l'argent est créé. Donc, si vous avez des banques publiques, mais vous mobilisez vos ressources et vous les faites travailler, vous n'avez pas besoin de l'argent de l'extérieur pour cela. Donc, il faut des banques publiques. Et donc, il faut aussi également avoir une politique industrielle adossée à une véritable politique de crédit. La politique de crédit, elle est importante. C'est-à-dire, quel volume de crédit est créé par les banques, à quel taux d'intérêt et à quel secteur. Pour vous donner juste un exemple avant de terminer. Quand vous regardez les statistiques officielles de la BCEAO, le secteur primaire, c'est-à-dire agriculture, élevage, pêche, si vous regardez les crédits de plus d'un an, certaines années, disons 2023-2024, si j'arrondis, c'est 25 milliards de CFA. Je ne dis pas 25 000 ou 2500, 25 milliards de CFA. Pour tout un secteur primaire, 25 milliards de CFA, les crédits de plus d'un an. Et les crédits que la BCEAO accorde à ses 3 000 employés, c'est 50 milliards par année. Donc, à qui bénéficie la politique de crédit? Vous ne pouvez pas avoir de transformation industrielle sans politique de crédit. Vous ne pouvez pas faire face à vos vulnérabilités extérieures sans politique de crédit adossée à une politique industrielle. Donc, je m'arrête là, j'ai été un peu long. Merci de votre attention. Il mérite une ovation chaleureuse, vraiment. Nongo. Bravo pour ton